Bonjour tout le monde, je vais vous laisser le temps d'arriver. Nous avons plusieurs personnes qui se joignent à nous aujourd'hui, donc on va laisser une petite minute. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Sabine Soumaré, je suis la directrice générale du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qu'on appelle également le PCFE, qui est au Diversity Institute du Toronto Metropolitan University. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour célébrer la publication des résultats de notre rapport sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2024, qui est notre rapport annuel, notre rapport phare que nous publions chaque année pour l'écosystème. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à reconnaître que notre travail s'effectue sur le territoire traditionnel des Mississauga de Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa et des Haudenosaunee et des Wanda, qui accueillent aujourd'hui de nombreux et divers peuples des Premières Nations, Métis et des Inuits. Nos centres régionaux et nos partenaires à travers le Canada se réunissent également sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones qui ont pris soin de ces terres depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter les nouveaux travaux et les faits saillants de notre recherche concernant l'écosystème entrepreneurial féminin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais dire 2-3 mots très rapidement avant d'introduire Dr Tania Saba. Donc, le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, sa mission, son mandat est de pouvoir outiller, équiper et aider d'une certaine manière les organismes à pouvoir développer des programmes pour les femmes en entrepreneuriat. Notre aide se fait à travers des données, se fait à travers des rapports pour mieux éclairer, pour mieux accompagner dans la stratégie qui sera développée pour pouvoir soutenir les femmes entrepreneurs. Nous ne sommes pas un fournisseur de services, mais nous avons l'opportunité et la chance de travailler avec plus de 3000 organismes à travers le pays, en français, en anglais, pour soutenir l'écosystème entrepreneurial féminin. Nous sommes un réseau national qui comprend 10 carrefours régionaux et dont un carrefour qui est présent aujourd'hui, qui organise aujourd'hui le lancement du rapport en français, donc de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce carrefour est le Carrefour Québec et la francophonie canadienne est dirigé par Dr Tania Saba, qui est professeure titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Et donc, comme je le disais, est la directrice du pôle Québec et la francophonie canadienne du PCFE. Tania aujourd'hui présentera le rapport, puis nous continuerons avec un panel de discussion composé d'organismes, mais aussi d'amis de l'écosystème qui soutiennent directement les femmes entrepreneurs francophones à travers le pays. Et je tiens à dire qu'on a beaucoup de chance de les avoir pour justement partager perspectives sur les différentes bonnes pratiques, leurs actions au quotidien sur le terrain, leur rapport à cette discussion permettra justement d'illustrer les propos mentionnés par Tania, qui seront beaucoup plus chiffrés et donnés. Donc, le dernier point que je mentionnerai à vous tous, c'est, s'il vous plaît, si vous avez des questions, parce qu'il y aura des échanges très riches et très intéressants, mais vous aurez certainement des questions, donc n'hésitez pas à les ajouter dans la section questions-réponses. Et il y aura une portion à la fin il y aura un temps à la fin de ce webinaire pour justement y répondre. Et j'en suis certaine, Tania Saba et les panélistes prendront le soin de répondre à vos questions. Alors, je m'arrête là et je passe à présent la parole à Tania Saba. Bon webinaire à tous et toutes. Merci, un grand merci Sabine pour cette gentille introduction. Donc, très rapidement, c'est maintenant une habitude, un rendez-vous annuel qui est celui de présenter l'état de l'entrepreneuriat féminin. Et cette année, évidemment, c'est la version 2024 puisqu'on a commencé à le faire dès l'année 2020. Des données qui sont là d'abord pour montrer comment les choses avancent pour l'entrepreneuriat féminin, mais aussi c'est une occasion de montrer
qu'il reste des choses à faire, puis quels sont ces éléments importants sur lesquels il va falloir se pencher. Sabine l'a très bien dit, donc je vais commencer en une quinzaine de minutes de vous présenter les résultats saillants. Déjà, ces résultats préliminaires sont publiés, donc vous pouvez les retrouver sur le site du pcfe.ca. Je vais passer à travers rapidement, puis ensuite, la discussion va être menée avec un panel d'expertes et d'experts qui va nous permettre d'aller encore plus en profondeur sur les différents éléments qui vont avoir été présentés. Donc, vous voyez bien mon écran. Je vais tout de suite commencer. Alors, voilà. Donc, trois choses sur lesquelles je mettrai l'emphase ce matin. Donc, d'abord, réintroduire la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Très rapidement d'en parler parce qu'aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est beaucoup aussi les résultats de cette stratégie qui a été mise en œuvre maintenant depuis 2018. L'état des lieux. Le Canada, on se positionne comment par rapport à l'international? Le contexte, les défis, les opportunités, qu'est-ce qu'on a réalisé à date? Et bien entendu, la voie à suivre, donc quelques éléments à garder en tête pour le futur. Alors, la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, je vous rappelle qu'elle s'est adressée surtout sur des dynamiques que l'on voit. Nous avons une structure économique qui est essentiellement composée de petites et moyennes entreprises pour 90% de l'économie, alors qu'aux États-Unis, c'est le 50%. Et c'est là qu'il fallait mettre donc les efforts. C'est une croissance économique qui tient donc à des femmes à les avoir plus nombreuses. Donc, et c'est important de le faire. 150 milliards de plus dans le PIB canadien avec plus de femmes. La stratégie a jusqu'à présent se déployé sur 7 milliards de dollars qui ont été mis de l'avant. Et bien entendu, l'idée, c'est d'accroître les accès au financement et au réseau. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est qu'elle a couvert en même temps de l'argent direct aux entrepreneurs, donc de l'argent en matière de financement, mais aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur l'accès au capital risque. Il y a eu également des fonds pour l'écosystème. Plusieurs des partenaires présents aujourd'hui ont pu d'ailleurs réaliser beaucoup d'objectifs puis avancer dans leur mission grâce à ce financement. Et le WEC, qui est le Women Entrepreneurship Knowledge Hub, ou le PCFE, le portail des connaissances sur les femmes en entrepreneuriat, a eu comme justement mission, c'est d'aller chercher ces données probantes et les offrir justement en appui à l'écosystème, aux organismes de soutien pour pouvoir briser les barrières et faire avancer les choses en entrepreneuriat féminin, évidemment, tout profil confondu. Sabine a tout à l'heure expliqué un peu le portail dont nous en faisons partie. Et aujourd'hui, donc, cet état des lieux complète justement des éditions qui sont là et qui sont d'actualité. Donc, on peut toujours les consulter puis comparer aussi comment les choses sont en train d'avancer. Le WEC ou le PCFE donc, présente aussi des travaux de recherche. Je vous invite à aller les consulter. Il y a eu des séries sur l'entrepreneuriat immigrant, des séries sur l'approvisionnement, bien entendu, toujours en partenariat avec les organismes de soutien et sont là, puis sont disponibles à tous nos organismes, à tous nos entrepreneurs pour pouvoir, encore une fois, faire avancer les choses. Si on regarde aujourd'hui, le PCFE a conduit une première évaluation des retombées de la stratégie en 2023 et par exemple, presque 77 des personnes sondées se sont lancées dans de nouveaux secteurs. Vous savez très bien que les femmes vont viser beaucoup plus des secteurs de services, les secteurs de soutien, etc. On voit qu'aujourd'hui, 15% de plus dans les services conseils, presque 11,4% dans les technologies de l'information et de la communication, un secteur névralgique, et 11% dans l'agriculture et la transformation des aliments. Encore une fois, des secteurs qui étaient un peu moins investis par des femmes, puis on voit arriver aujourd'hui plus d'entrepreneurs femmes donc dans ces secteurs.
Important de voir qu'aussi, à travers un peu les stratégies, puis à travers les efforts des différents organismes, puis on va leur en parler tout à l'heure, de nouveaux accès à des réseaux de soutien pour 52% des personnes qui ont participé à l'enquête, des conseils davantage, des relations avec des homologues, des approches sectorielles qui sont de plus en plus importantes. On entend souvent les entrepreneurs nous dire, écoutez, on a besoin d'une approche qui comprenne nos secteurs d'activité, pas des approches génériques, et on le voit. Très intéressant de voir l'innovation, que 66% des participantes ont adopté des innovations dans leur entreprise à la condition de mesurer des innovations de la bonne manière, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on a amélioré des processus professionnels, comment est-ce qu'on a amélioré la production des services et produits dans les modèles économiques et dans les pratiques durables. Le développement durable a été important. 18% des femmes entrepreneurs se sont fixées de nouveaux objectifs. Donc ça, c'est les ajouts. On sait déjà que des soucis pour réduire l'empreinte environnementale, pour plus de durabilité, étaient déjà présents dans des entreprises qui étaient menées par des femmes ou qui ont des leaderships qui sont diversifiés. Et 29% ont réalisé des progrès donc en matière de développement durable, des données très intéressantes pour montrer comment aujourd'hui l'impact de la finance durable est incontournable. Le contexte international, le Canada se classe de mieux en mieux. Donc, en comparaison, par exemple, avec les États-Unis, la Chine et l'Inde, 3 villes canadiennes se classent parmi les 50 meilleurs écosystèmes dans lesquels on propulse des startups, de nouvelles entreprises. Aussi, on a de très bonnes évaluations et des scores sur des questions de femmes, entreprises et droits qui évaluent l'égalité et les droits juridiques, donc en matière pour les entrepreneurs. On voit encore une fois que les Canadiennes sont plus engagées dans les activités entrepreneuriales de démarrage, donc plus que la moyenne mondiale. Par contre, moins actives que les Canadiens, donc que les hommes. Donc, encore une fois, ce sont des données qui sont intéressantes. Le taux de femmes propriétaires est similaire à la moyenne, mais encore une fois, inférieur à celle des hommes. Donc, il y a encore ce gap qui reste, cet écart qu'il va falloir combler. Et encore une fois, la question du travail autonome chez les femmes reste encore très développée. Puis c'est à se demander pourquoi les femmes ne se lancent pas en entreprise à partir du moment où elles font du travail autonome, pourquoi elles ne vont pas plus loin pour développer leurs entreprises. Les obstacles demeurent, il faut les regarder. Oui, on arrive à réduire certains obstacles, mais il y en a. Les stéréotypes existent sur des questions d'innovation, les préjugés, encore une fois, dans certains programmes, dans les politiques de financement, des différences structurelles. On a encore des surreprésentations dans certains secteurs, puis d'autres, je compte par exemple le manufacturier, je compte le transport, même l'agriculture. L'accès au financement et au marché, encore une fois. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on entendra encore une fois nos panélistes, mais cette association entre le financement et l'approvisionnement est très importante. Donc, c'est quand même les accès au réseau, les programmes de soutien qui restent encore genrés et une fragmentation des services que les personnes ne savent pas nécessairement où s'adresser. Ça reste encore un enjeu qui est important. L'innovation, on le dit depuis 2020 au portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, il faut mesurer l'innovation différemment. L'innovation, ce n'est pas le développement technologique uniquement. C'est beaucoup dans l'adoption, c'est dans l'innovation sociale, c'est de diversifier les manières de faire. C'est d'avoir des modes d'action qui sont différents, des nouvelles initiatives, des nouveaux processus. Alors souvent, si on ne mesure pas ce type d'innovation et qu'on mesure davantage le développement technologique, on perd et souvent, ce sont les femmes un peu qui perdent au change. Intéressant de constater
une stabilité du taux d'entrepreneuriat des femmes. Vous savez que sur les chiffres généraux, on a même vu un recul dans l'entrepreneuriat plus général. Les femmes ont augmenté de peu, de 0,4%, donc depuis des années, mais je vous rappelle que quand la stratégie a été mise en place, on en comptait 15%. On a passé à travers aussi les années de la COVID dans lesquelles il y a eu un recul important, donc il a fait faire beaucoup de rattrapage. Les organismes de soutien ont eu à faire un travail colossal pour pouvoir sauver la mise et on est quand même rendu dans un cycle de croissance. Et comme je disais tout à l'heure, encore des travailleuses autonomes qu'il faut absolument aller chercher dans le cercle des entrepreneurs. Les revenus, il y a encore des écarts de revenus. Alors, vous voyez, 37,1% des entrepreneurs gagnent moins de 50 000 par année. Ce pas des revenus qui sont énormes versus 31% des hommes et 10% des femmes entrepreneurs vont gagner plus de 150 000 par année contre 15% de leurs homologues masculins. Donc, c'est quand même important. Les obstacles aussi demeurent, puis depuis maintenant quelque temps, il y a tout un effort et on cible le capital risque, où il y a moins de 2% des femmes qui ont accès au capital risque. Donc, il y a de grands efforts qui montrent que les obstacles sont là, elles sont même, les barrières sont même diversifiées pour le capital risque. Le PCFE a essayé d'en faire un peu d'en faire un état des lieux. Le réseautage, la chose la plus importante, encore une fois, des stéréotypes dans la manière de l'accorder, des femmes qui se font poser des questions beaucoup plus sur leurs compétences que sur leur capacité à gérer des organisations. Ça reste ancré, on l'entend beaucoup, des femmes qui se disent devoir se faire accompagner quand elles font des demandes en termes de capital risque, ne pas savoir où aller, aussi le manque de diversité même dans les personnes qui octroient le capital risque. Il y a moins de femmes qui sont à la tête d'organismes qui justement les octroient. Et bien entendu, des obstacles au niveau individuel où, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on demande parfois des diplômes de manière disproportionnée aux femmes et c'est toujours en comparaison avec ce qu'on aurait demandé, par exemple, à un homme qui se présente et qui sollicite du capital risque. Les répartitions sectorielles demeurent quand même. Ce sont des données de 2020. On attend les productions des données plus récentes. Mais encore une fois, ça montre des secteurs comme la construction, comme l'agriculture, comme le commerce de gros, le transport, fabrication, qui sont quand même, demeurent à des faibles pourcentages occupés par des femmes. Et ce sont des secteurs qu'il va falloir nécessairement essayer de chercher. Les perspectives intersectionnelles, nous allons certainement avoir une discussion là-dessus tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on n'accorde pas assez d'attention. Il faut juste se rappeler que, par exemple, les entreprises autochtones sont majoritairement détenues par des femmes et même à un taux bien supérieur que de la population canadienne. Donc, il y a des traditions d'entrepreneuriat féminin qui est très élevée donc dans des communautés. La même chose auprès des personnes qui sont racisées, 19,2%. Donc, les taux sont supérieurs par rapport à la population canadienne en général. La même chose pour les membres des communautés LGBTQ2S+. Et on voit aussi une croissance de l'entrepreneuriat chez des personnes qui sont en situation de handicap et certainement une hausse par rapport au dernier trimestre de 2020. Entrepreneuriat, un fer de lance du développement économique vraiment sur la question de la durabilité. 33% des entreprises qui appartiennent à des femmes s'efforcent de réduire les déchets, on le voit. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis entre 2017 et 2020, et les nouveaux chiffres nous montrent que les écarts en termes d'innovation entre les hommes et les femmes est en train de rétrécir, que les initiatives de développement durable sont plus importantes donc chez les femmes et que cette idée de se dire qu'elles ne génèrent pas, que les entreprises qui sont menées par des femmes n'ont pas d'effet multiplicateur, ne génèrent pas dans la chaîne de valeur plus d'impact et comme vous voyez, n'est pas du tout, en tout cas, ne suit certainement pas les données que nous sommes en train de présenter.
Mais plus que ça, dans ces indicateurs de durabilité, on va voir par exemple que 47,5% des entreprises qui sont menées par des femmes vont se soucier de développer des compétences chez des employés. Donc, le renforcement des capacités, cette préoccupation est beaucoup plus grande, puis le passage à l'action est plus important. Quand on regarde au niveau de l'export, comme je disais, les pourcentages se rétrécissent. Il reste quand même encore du travail sur des missions commerciales. Des femmes dans le commerce international doivent être plus présentes. Il y a certainement des opportunités du côté de l'immigration. On va certainement en parler tout à l'heure, des femmes immigrantes en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, par exemple, parler de technologie sans parler de possibilités d'internationalisation limite certainement les possibilités. Finalement, les femmes sont capables de rembourser un tiers, le tiers des personnes ont déjà remboursé intégralement les prêts qui leur ont été donnés lors des mesures d'urgence, donc sur 54% de personnes qui sont allées les chercher. Les obstacles nouveaux, les coûts, l'inflation, enfin, c'est le mal de ces dernières années. Les coûts des produits, des intrants, la hausse des taux d'intérêt, bien entendu, suffoque et difficile. Et bien entendu, carence de main-d'œuvre. Quand on en parle, ben, c'est à peu près, ça se présente pour des entreprises de toute taille. Il est important de noter que les entreprises qui sont majoritairement menées par des femmes, qui sont majoritaires ou menées par des femmes, euh, semble dire dans une moins grande proportion qu'elles seraient capables de s'endetter et ou vraiment sont catégoriques qu'elles ne peuvent pas s'endetter, donc dans une proportion 26 versus 23, ou ne savent pas si elles sont capables de s'endetter. Alors ça aussi, ça fait partie un peu de toute la littératie financière autour de, OK, comment on investit, réinvestit, comment on peut aller chercher des leviers. Ça reste quand même des choses qui sont importantes, notamment auprès des organismes qui offrent du financement. Je pense que c'est une donnée qui peut certainement être intéressante. Quoi faire? On est toujours dans une approche qui est transitionnelle. Pour nous, pour tous ceux qui travaillons donc au PCFE, l'approche est à trois niveaux. Il faut autant regarder le niveau social, institutionnel, les politiques publiques, les programmes, que les niveaux organisationnels, ce qu'on fait dans les organismes de soutien, dans les différents, chez les entrepreneurs, ce qu'on fait dans donc, tous les milieux organisationnels qui entourent l'entrepreneuriat et individuel aussi, travailler sur les entrepreneurs directement. Le niveau social, continuer de mettre de l'avant toutes les barrières structurelles. Aujourd'hui, quand on parle de capital risque, il faut quasiment les nommer pour qu'on puisse savoir sur quoi est-ce qu'on va agir. Toujours appliquer cette lentille de diversité. Est-ce que le programme qu'on est en train de mettre en place, est-ce que par nos critères, est-ce qu'il écarte indûment des profils, tout simplement parce qu'on n'y a pas vraiment pensé ou parce qu'on est allé un peu avec des règles avec lesquelles on est à l'aise, mais qui nécessairement ou n'ont pas l'impact qui évolue. Et ça se fait beaucoup par des évaluations. Donc, et les évaluations, c'est pas seulement combien de personnes en ont bénéficié, mais quel est l'impact de chaque programme. Donc, il faut aller un peu plus loin dans la manière d'évaluer les différents programmes, les différentes actions. Tous les objectifs de développement durable, ici, bon, le schéma, bien entendu, c'est le schéma donc de l'ONU, mais sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le International Sustainability Standard Board, qu'on a des dimensions qui s'en viennent et qui mesurent autant l'environnement, le climat, que le capital humain, que le capital social, que la capacité d'innovation et que la gouvernance. Donc, ce sont vraiment des éléments qui vont de plus en plus, qui doivent et qui vont compter de plus en plus dans les investissements qui sont durables. Au niveau organisationnel, on est encore dans vraiment la manière d'évaluer, c'est ce que je viens de dire,
L'approvisionnement. L'approvisionnement doit devenir un levier. C'est un levier par lequel toute organisation qui peut se doter d'une politique d'approvisionnement inclusif va automatiquement contribuer dans la chaîne de valeur pour renforcer la chaîne de valeur, donner la chance aux entrepreneurs dotés d'une diversité de profils pour aller de l'avant, étudier des modèles novateurs et les mettre de l'avant, encore une fois, pour amener les systèmes vers les entrepreneurs et pas toujours dire aux entrepreneurs, vous devez changer votre style, etc. Mais dire non, non. Les systèmes aussi on va peut-être arriver à mi-chemin là entre les deux et faire reculer les stéréotypes, les préjugés dans les décisions de financement. J'aurais souhaité dire 4 ans plus tard que ça a changé, ça évolue, mais ça demeure encore, il faut aller plus de l'avant. On a toujours dit au PCFE qu'il faut regarder l'ensemble des parcours, depuis la réflexion, aider avec des incubateurs qui soient plus accessibles. Je suis sûre qu'on va en parler aussi tout à l'heure. Le capital risque et toute la question autour de l'autofinancement et introduire l'export, le leadership international, le leadership mondial dans la réflexion. Donc, voyez un peu, et on peut avancer par des financements. Le microcrédit demeure quand même important et toujours penser au lien au prochain investissement. La diversité du leadership, je vais juste rapidement pour conclure, rappeler que la diversité du leadership est importante. Elle est importante pour les organisations autant que chez les entrepreneurs. Le défi 50-30, par exemple, qui encourage les femmes qui encourage les entreprises à mettre de l'avant la diversité de leur leadership pour avoir accès à un approvisionnement plus inclusif, à du développement, à des programmes gouvernementaux, c'est très important. Et le niveau individuel, bien entendu, les entrepreneurs doivent aussi elles-mêmes, quelque part, aller chercher les formations, mais à condition qu'on leur offre des formations sur des données probantes qui rejoignent leur secteur d'activité, qui rejoignent un peu des besoins aussi d'une profil plus diversifié. Donc, il faut vraiment regarder les choses un peu dans le détail au lieu d'offrir des solutions qui soient plus génériques. Le PCFE a sa plateforme pour au moins d'un guichet. Vous savez que les communautés, les organismes de soutien sont répertoriés. Donc, j'invite tous ceux qui le veulent d'aller, bien entendu, consulter le site. Et je vous remercie de votre attention. Voici rapidement, quand même presque 1 an de travail que je salue l'équipe qui est au Toronto Metropolitan University et qui est menée par ma collègue Wendy Sukier pour ce travail et toute une équipe de recherche, bien entendu, qui est en arrière de la production de ces données. Je remercie tous les organismes de soutien aussi qui m'alimentent pour justement mettre à l'intérieur de l'état de l'entrepreneuriat des données sur le Québec et bientôt sur la francophonie, donc sur les communautés francophones d'entrepreneuriat qui sont hors Québec. Donc, merci de votre attention. On va tout de suite passer au panel. Donc, je vais arrêter le partage. Voici. Donc, voilà. Alors, je sais que nous avons déjà des questions. Permettez-moi d'introduire le panel et je reviendrai vers les questions tout de suite en laissant quelques minutes vers la fin. Comme ça, j'aurai le temps un peu de les regarder. Alors, laissez-moi tout de suite vous présenter donc les membres de notre panel. Donc, Rukia Abdi Aden, qui est directrice de la concertation nationale du réseau de développement économique, on appelle REDE Canada. Je remercie Rukia d'être avec nous ce matin. Elle est responsable des enjeux économiques tels que l'immigration et le tourisme et tout le développement, en tout cas, de l'entrepreneuriat dans les communautés qui sont francophones hors Québec et donc va pouvoir nous alimenter un peu comment elle reçoit ces données par rapport à ces communautés francophones hors Québec dans lesquelles le développement de l'entrepreneuriat est tout à fait crucial. Ibrahim Kaboré, directeur général Entreprendre ici. Entreprendre ici est l'organisme officiel qui est créé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dédié à l'accompagnement des entrepreneurs qui sont immigrants ou qui ont une diversité de profils dans toutes les régions du Québec. Donc, merci Ibrahim d'être parmi nous.
Indu Krishnamurti, qui est directrice générale de Microcrédit Montréal, qui était une habituée du panel de discussion de l'état de l'entrepreneuriat. Donc, comme directrice générale de Microcrédit Montréal, un organisme qui accorde justement des investissements à un niveau social et qui développe vraiment l'entrepreneuriat également avec une approche qui lui est très particulière. Puis tout à l'heure, j'aimerais beaucoup qu'elle commente justement les données par rapport à sa vision, puis par rapport aux entrepreneurs auxquels elle se dédie. Géraldine Martin, présidente directrice générale d'Evol depuis maintenant juin 2023. Très heureuse d'avoir Géraldine parmi nous. Donc, une passionnée d'abord du domaine des communications parce qu'elle vient du domaine donc, des médias et du développement économique. Et là, elle se consacre donc à Evol, qui est un organisme de financement, un organisme de soutien aussi, qui a une particularité dans la façon de faire des choses. Puis je suis sûre que pour elle, les données présentées résonnent d'une certaine manière, puis elle va nous revenir là-dessus. Madeleine Myrtille, une habituée aussi de ce panel pour discuter donc des enjeux d'entrepreneuriat. Elle est vice-présidente entrepreneuriat et engagement du groupe 3737 qui maintenant a des initiatives à travers le Canada. S'occupe beaucoup évidemment de la diversité ethnoculturelle, donc des personnes de la communauté noire, donc du développement de l'entrepreneuriat sous plusieurs formes, OBNL, entreprise à but lucratif, mission aussi commerciale. Donc, j'ai bien hâte de l'entendre puisque la question de la diversité d'entrepreneuriat, diversité du leadership reste un enjeu majeur pour le développement de l'entrepreneuriat. Merci, Madeleine, d'être là. Et Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, le REFAC, je pense qu'il a nullement besoin d'introduction, mais qui me fait toujours plaisir, une habituée de ce panel. Plus de 30 ans d'expérience en entrepreneuriat. Participation à des sommets de G7, consultés, suivis par les premiers ministres, par le gouvernement pour toutes les initiatives en matière de développement, non seulement de l'entrepreneuriat, mais d'un créneau qui est très important, celui de l'approvisionnement, inclusif. Donc, beaucoup qui mène, qui accompagne les femmes, qui influence les politiques et les programmes autour de nous. Donc, merci Ruth de prendre le temps d'être avec nous et de participer à ce panel. Alors, je commence tout de suite. Ma première question. Alors, voilà, des données vous ont été présentées. On est en 2024, donc on présente surtout des données qui sont de l'évolution entre 2022 et 2023. Et j'aimerais savoir comment vous réagissez, comment est-ce que ces constats orientent la mission de vos organismes respectifs et peut-être nous dire comment est-ce que vous y avez contribué, parce que vous savez, c'est pas, on fait de la recherche, nous, mais il y a des personnes qui travaillent sur le terrain et qui font en sorte que les choses bougent. Alors, les panélistes vont à chacun tour de rôle réagir par rapport à ça, puis expliquer un peu comment les organismes aujourd'hui font avancer les choses justement pour aboutir à un entrepreneuriat féminin mieux développé, puis bien entendu féminin tout profil confondu. Alors Géraldine, je commencerai peut-être par vous. On y va. Bonjour tout le monde, très contente d'être ici parmi vous. Mais avant tout, on reçoit ces données de manière très, très positive, hein. Ce sont des outils pour nous tous, nous toutes. Donc, merci infiniment. Je vous dirais que spontanément, moi, je suis interpellée sur tout ce qui touche le développement durable. Ça ressort de manière très, très forte que les femmes sont très bien positionnées pour être des actrices de changement finalement au niveau du développement durable. Et c'est complètement en lien avec notre mission. Comme le disait Tania, on offre, oui, du financement aux clientèles sous-représentées en entrepreneuriat, dont les femmes, mais tous les projets qu'on finance doivent répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, quand je vois que les femmes sont plus susceptibles
de se tourner vers le développement durable, ça vient confirmer qu'on est dans la bonne voie quelque part. Pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une grille de financement, donc on octroie des prêts de 20 000 à 450 000 $, mais une grille de financement qui est adaptée finalement au développement durable. 20% en fait du calcul de notre taux d'intérêt est consacré à l'évaluation du développement durable au sein de l'entreprise qui est analysée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre des éléments extra-financiers. Donc, par exemple, une entreprise qui intègre une politique d'achat durable, mais on vient la coter, on vient la noter au niveau du taux d'intérêt. Ce qui nous a permis depuis le lancement des vols, là, de soutenir plus de 170 entreprises, dont 150 en fait dirigées par des femmes. Donc, ça vient aussi confirmer certaines études que nous-mêmes, on avait menées au niveau du développement durable, qui disent par exemple que les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à très bien connaître les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, vous voyez, ça fait vraiment écho à ce qu'on vient de voir ce matin, ce que nous a présenté Tania. Et ce qui est intéressant également, c'est que les femmes réfléchissent en amont, avant même en fait de lancer leur entreprise, elles pensent déjà au développement durable. Donc, elles sont 44% à songer au développement durable avant même de lancer leur entreprise, plutôt que je lance mon entreprise et je rajoute du développement durable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme au cœur même de leur mission. Et on voit que du côté des hommes, on est autour de 30%. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein d'espoir et de faire en sorte que les femmes soient vraiment des agents de changement pour transformer notre société. C'est génial. Est-ce que, juste une question de relance très rapide, est-ce que on fait vraiment le lien entre ces objectifs de développement durable et la croissance économique? C'est ce qu'on entend souvent, c'est ouais, mais et la croissance économique? Vous répondez quoi? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez Oui, vraiment les retombées? Voilà. en fait, on a mesuré la croissance des revenus des entreprises qu'on accompagne, des entreprises qu'on finance en lien avec le développement durable, versus un groupe témoin, et c'est très net parce que la croissance des revenus est de plus de 100% en fait du côté des entreprises qu'on accompagne, qu'on finance avec le cadre développement durable, versus autour de 12% pour le groupe témoin. Donc pour moi, il y a définitivement en fait une recette gagnante. Et on en parlera certainement un petit peu plus tard, mais ça se fait pas quand même en criant ciseaux là. L'accompagnement est primordial. Je vous parle de développement durable, c'est pas parce qu'on les analyse et elles cochent développement durable que les entreprises, on les laisse aller. On fait en sorte qu'elles avancent dans leur pratique de développement durable chaque année pour faire en sorte qu'elles aient encore plus d'impact. Donc, c'est la recette qu'on applique. Merci. Merci beaucoup, Géraldine. Madeleine, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, excusez-moi, est-ce que Ruth, vous voulez réagir tout de suite? Oui, j'avais une question pour Géraldine parce qu'il y a quelque chose, moi, que je ne suis pas certaine. On dirait que, je ne sais pas si je me trompe, mais on dirait que quand les entreprises démarrent, leur souci en développement durable est beaucoup plus grand que celles qui sont déjà démarrées, ancrées sur le terrain, d'adopter ces nouvelles mesures-là. Ça semble être plus difficile de faire enclencher le système. Je me trompe ou... Non, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, Ruth, parce que quand une entreprise, en fait, on bénéficie aussi de la jeunesse entrepreneuriale, si je peux me permettre, qui est très tournée vers le développement durable, qui fait que la création, le lancement de nouvelles entreprises est beaucoup plus teinté automatiquement au développement durable. Les entreprises un peu plus matures, on va dire, ont débuté dans une autre génération souvent, et donc ont déjà en place certaines choses qui font en sorte qu'il faut gérer le changement. Et comme toute entreprise, n'importe quel changement, c'est un petit peu plus compliqué, mais tout est une question de leadership au sein des organisations. Donc oui, on peut y arriver, mais il faut gérer le changement au sein de l'organisation. Ouais. Merci. Je Merci. trouve ça super Ça fait intéressant. plaisir. Très bien, ouais, absolument, très instructif. Madeleine, de votre côté, vous réagissez comment à ces données? Tu réagis comment à ces données?
Oui, ben merci beaucoup. Ben merci encore une fois, Tania, pour ce rendez-vous qui est un rendez-vous annuel avec les collègues là, de l'écosystème. Donc, toujours un plaisir. Là. On attend toujours avec impatience là, ces chiffres pour voir comment est-ce qu'on a évolué. Et je te dirais que de notre côté, au niveau du groupe 3737, ben, on reçoit ces chiffres-là de manière très positive, comme Géraldine, et ça dépeint un portrait réel de la situation. De notre côté, au niveau du groupe 3737, comme tu l'as mentionné d'emblée, c'est surtout l'accent diversité ethnoculturelle. Donc oui, nous sommes inclusifs. Ceci étant dit, nous savons, et les données l'ont démontré, ce sont les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle qui vivent le plus de défis. Ils ont des défis d'ailleurs encore plus grands à l'extérieur du Québec. Ça, on pourra en reparler parce que depuis janvier 2022, le groupe 3737 est pan-canadien et on a vu la différence entre ce qui se passe au Québec versus le reste du Canada. Ceci étant dit, ce qu'on voit en termes de données terrain, on a contribué selon nous également à cette amélioration. Lorsqu'on parle de réseau, l'accès au réseau, en effet, souvent, c'était un enjeu. Et nous, ce qu'on a fait au niveau du groupe 3737, c'est vraiment de travailler avec l'écosystème. D'ailleurs, je vois les collègues sur une base régulière, on a ces échanges pour pouvoir travailler. Je pense notamment à notre cohorte d'accélération où est-ce que il y a 2 semaines de cela, Sylvie Gassana d'Evol était présente. On avait également Reria Biatou de Entreprendre ici. Donc, on travaille avec Microcrédit Montréal également, avec le regroupement des femmes d'affaires du Québec. Pourquoi? Parce que souvent, ces entrepreneurs ne savent pas que ces réseaux existent. Donc, on amène l'écosystème à l'entrepreneur au lieu que l'entrepreneur aille vers l'écosystème. Oui, on responsabilise aussi l'entrepreneur à savoir qu'on doit sortir de sa zone de confort. Ceci étant dit, on y va par étapes et on fait cet accompagnement personnalisé pour aider à accéder à ces réseaux. Quand on parle aussi d'international, on le voit. Nous, depuis 2019, on fait des missions commerciales au niveau du groupe 3737. Donc, en 2019, on était sur Paris. 2021, on était au Sénégal. 2023, Londres. Et tout prochainement, cet automne, on s'en va en Côte d'Ivoire. Et les délégations, la moitié, ce sont des femmes. Des entrepreneurs qui décident justement d'aller à l'international. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs issus de la diversité, dès le départ, voient le monde comme leur terrain de jeu. Donc, il n'y a pas Oui, certaines restent locales, mais la proportion à aller à l'international est beaucoup plus élevée chez les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle. Même chose aussi concernant tout ce qui est développement durable. Tout à l'heure, Géraldine en parlait suite à la question de Ruth. Nous, dès le départ, en création d'entreprise, on regarde les modèles d'affaires à impact. D'ailleurs, c'est en souriant là, que Sylvie de chez Evol, elle disait à Madeleine, quand tes entrepreneurs arrivent, ils sont prêtes. Donc, elles savent exactement que parmi les 17 indicateurs de l'ONU, elles répondent à quel indicateur. Donc, nous, dès le départ, on travaille avec l'entrepreneur pour pouvoir intégrer justement l'impact social dans leur projet, ainsi que les 17 indicateurs de l'ONU, parce que c'est plus facile lorsqu'on le fait à la genèse versus, en effet, quand l'entreprise est déjà lancée. Donc, ça peut représenter là un défi qui est complexe. Ceci étant dit, il y a également des éléments qu'on a vus concernant tout ce qui est l'accès au capital de risque. Donc, on voit que ça demeure un enjeu. On va en reparler tout à l'heure, mais hier, j'assistais à une rencontre où Annick Charbonneau de Axelia était présente et elle a mentionné qu'en 2023, il y a même eu un recul pour les fonds, pour les femmes entrepreneurs. Donc, définitivement, là, il y a des éléments sur lesquels se questionner. Donc, oui, les données sont positives, mais je vous dirais qu'il faut continuer à regarder dans le rétroviseur et regarder nos angles morts. Oui, absolument, c'est ça. On ne peut pas lâcher, puis effectivement, il y a toujours des risques de recul. Excusez-moi, vous avez fait très bien mention à cette unité de la fragmentation des services de soutien, financement, etc.
revient toujours. Et pourtant, même nous, au PCFE, on avait mis beaucoup d'accent là-dessus, mais que chaque organisme prenne le temps de mettre les entrepreneurs en lien avec les autres organismes. Je pense aussi que c'est quelque chose de fondamental, au lieu de laisser, encore une fois, sur les épaules de l'entrepreneur elle-même, d'aller chercher un peu les ressources fondamentales. Merci beaucoup, Madeleine. Avec plaisir. Hindou, vous êtes un peu dans cette foulée-là, avec peut-être encore plus d'accent sur le financement, le microcrédit. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces données et comment, à votre échelle aussi, vous avez contribué à changer les choses? Oui, merci Tania pour cette opportunité et je suis contente d'être parmi ces panélistes avec qui on collabore toutes les journées. Pour rebondir sur ce qu'elles ont dit, Géraldine et Maudeline, moi, je veux me concentrer sur 2 points en particulier dans le rapport. Un, où on parlait de 80% des femmes entrepreneurs sont des travailleuses autonomes. Et le deuxième point sur le besoin de financement, notamment le microcrédit. Donc, nous, chez Microcrédit Montréal, qui est membre du réseau Micro-Entreprendre, qui a aujourd'hui 20 organismes de microcrédit à travers le Québec, on constate qu'on dessert majoritairement des femmes. Donc, chez Microcrédit Montréal, par exemple, on a 65% des femmes et la majorité entre elles sont aussi issues de la diversité. Et nous constatons dans la dernière année que 33% de ces personnes sont des travailleuses autonomes. Plusieurs d'entre elles sont en réflexion sur leur capacité entrepreneuriale. Donc, grâce à 2 contrats qu'on a signés avec la Fondation canadienne des femmes et Success British Columbia, on a 2 programmes de formation en entrepreneuriat féminin où les femmes explorent d'abord leur potentiel entrepreneurial et on constate que la majorité de ces personnes ont un emploi, mais elles veulent explorer leur passion. Donc, le visage de l'entrepreneuriat de subsistance qu'on a trouvé il y a quelques années a changé. Maintenant, les femmes veulent explorer leur potentiel entrepreneurial, mais tout en gardant l'emploi et on les encourage parce qu'on veut, je pense, c'est même sain des fois de faire ça, de ne pas mettre tous les œufs dans un panier. Et on constate qu'après la formation, des fois, ça peut prendre 2-3 ans avant qu'elles peuvent lâcher leur emploi et travailler seulement dans leur entreprise à temps plein. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont besoin du financement. Donc, l'importance d'accompagner en amont, si on veut avoir plus des femmes entrepreneurs, c'est un constat. Et on remercie l'appui du gouvernement fédéral pour ce soutien en formation. Pour le point sur le financement, la dernière année, on a signé le réseau Micro-Entreprendre, a signé une entente avec Evol et Entreprendre ici pour le microcrédit. Donc, nous, on fait des prêts de 20 000 et moins et on a observé que grâce à des garanties de prêt que ce programme offre, donc il y a une garantie de prêt de 70%. Donc, nous, on a pu prendre un peu plus de risques aussi. Donc, on a pu investir dans des projets tenus par des femmes, souvent ce sont des entrepreneurs avec pignon sur rue, ce sont des commerces de proximité, des fois traditionnels, oui, mais ce sont aussi la vie des quartiers. Donc, on trouve que du capital, faire l'importance du microcrédit pour faire ces prêts de démarrage est important. Et notre travail, c'est justement de faire les passerelles vers les autres institutions. Oui, on est là comme porte de financement au départ pour ces projets, mais on va justement par le réseautage, par l'accompagnement, on va faire la passerelle. Et c'est pour ça que travailler avec tous ces acteurs de l'écosystème qu'on voit ici sur l'écran et d'autres, c'est important. Merci.
super intéressant de rejoindre donc des entreprises. Cette préparation et certainement donne aussi peut-être un plus grand possibilité, en tout cas en vol, justement aux personnes qui y pensent, mais n'osent pas trop, puis finalement se lanceront quand prêtes. Vraiment, là, très certainement une idée porteuse. Alors vous, c'est dans les statistiques, dans 3 ans qu'on va voir un boom extraordinaire quand des personnes vont avoir voulu se lancer en entreprise. Vraiment très, très intéressant. Merci, Indou. C'est Ibrahim, long, mais c'est sûr. comment? Non, je dirais c'est lentement, mais sûrement. Non, absolument. Puis c'est bien plus, c'est bien plus songé. L'idée, c'est pas de faire des choses pour que dans 6 mois, ça ne marche plus. Plus on avance, justement, lentement et sûrement, plus les chances aussi de voir apparaître des organisations pour rester là plus longtemps, des entreprises avec une plus longue capacité de survie, c'est tout aussi important. Merci beaucoup, Indou. Ibrahim, donc, entreprendre ici, beaucoup d'immigrants, de personnes immigrantes, les femmes dans tout ça, comment vous réagissez aux données? Vous, votre contribution, vous la voyez comment? Merci Tania et puis merci à mes collègues. Je pense que en regardant ce rapport, je dirais que en le lisant, il nous conforte et puis il nous interpelle également sur plusieurs plans, autant sur notre mission que sur aussi notre démarche d'avoir une approche spécifique et spécialisée pour les femmes. Déjà, si je regarde dans le portrait, je vous dirais que c'est une organisation, 66% de nos clients qu'on accompagne sont des femmes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment au niveau de la diversité ethnoculturelle que ça, les femmes issues de communautés culturelles sont des femmes très actives et très dynamiques. Donc, ça, c'est une preuve palpable. Et également, quand on observe un peu des chiffres comme Indou l'a mentionné, que 80% des femmes, par exemple, en affaires, optent plus pour du travail autonome. Je pense que c'est des choses qui sont cohérentes dans nos données, qu'on observe le type de profil entrepreneurial. Ça, ce sont des éléments qu'on observe et on trouve aussi que si on se base un peu sur la réalité spécifique des communautés culturelles, des entrepreneurs femmes issus des communautés culturelles, il y a des enjeux comme notamment la proactivité par rapport au développement durable et puis le développement professionnel des équipes. Ce sont des choses qu'on voit à travers les secteurs d'activité. Nous, on a pratiquement 60% des finalistes, des 50 finalistes évoluent dans principalement 2 secteurs. C'est la santé et bien-être et le secteur alimentaire. Donc, bien manger, prendre soin de soi, ce sont des préoccupations pour ce profil d'entrepreneur et ce sont des préoccupations des sociétés. Donc, ce sont des choses qui sont très, très parlantes. Puis également, ce rapport nous parle aussi au niveau des défis. Quand on parle un peu de l'accès au financement ou même quand on observe dans le rapport que 53% des femmes ont eu besoin des prêts d'urgence, ça témoigne de la vulnérabilité également de ce profil d'entrepreneur. Et également, ça dit aussi dans des contextes normaux que le taux d'utilisation des ressources qui existent sont faibles. Donc, on n'a pas besoin d'attendre ces moments-là pour aller chercher les prêts parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Nous, la collaboration, ça fait partie de notre mission. Donc, ça fait qu'on collabore totalement avec tout l'écosystème à travers les 17 régions et on voit les ressources qui sont disponibles. Puis, à chaque fois qu'on reçoit les clients, ils se rendent compte qu'ils n'utilisent pas les ressources. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a créé Entreprendre ici, donc pour favoriser une meilleure utilisation des ressources publiques, favoriser aussi le développement de réseaux en mettant en lien. Donc, éviter les référencements juste en donnant des noms d'organismes, c'est de prendre un téléphone et puis pouvoir appeler des personnes à ressources et puis d'être capable aussi de faire le suivi pour savoir qu'est-ce qui se passe après ces utilisations-là. Parce qu'il y a la réalité de savoir interagir avec des personnes issues des communautés culturelles. Donc, l'interaction culturelle est aussi un enjeu pour nous. Et si on regarde, on remarque également au niveau des femmes issues des communautés culturelles, le défi est double. Il y a le défi global de la culture d'affaires qui est global à tout le monde, mais il y a la réalité de se questionner par rapport à cette culture d'affaires, quelle est l'harmonie avec nos propres valeurs, l'harmonie avec soi-même. Ça fait partie de la capacité de persévérer en entrepreneuriat. Quand on n'est pas en harmonie avec soi-même, on a de la difficulté à pouvoir évoluer. Donc, ça peut faire en sorte qu'on soit moins audacieux que le marché puisse nous offrir comme opportunité. Donc, pour moi, ce sont des données qui nous poussent davantage
à agir, autant d'avoir une approche beaucoup plus spécialisée dans la réalité des femmes entrepreneurs et surtout de pouvoir avoir une approche plus globale, c'est-à-dire que d'être conscient et d'être sensibilisé aux réalités périphériques même au développement du business. Donc, ce sont des considérations qui sont très cohérentes chez nous et qui font partie totalement qui constituent la raison de notre être. Donc, on est là pour ça et puis travailler avec les autres pour répondre aux besoins. Très bien, mais merci Ibrahim, très, très intéressant. Surtout que vous rappelez qu'aujourd'hui, les motivations de se lancer en entrepreneuriat, celles des femmes et des hommes commencent de plus en plus à se ressembler, où on veut réaliser des projets, changer les choses, alors qu'on voyait souvent les femmes se lancer en entrepreneuriat parce qu'elles pensaient peut-être pouvoir mieux s'occuper de leur famille, alors que se lancer en entrepreneuriat ne leur donne pas vraiment cette chance-là. Ruth, Effectivement, la question de réalisation de soi, si tu permets, c'est une donnée qu'on a observée très présente chez les femmes issues des communautés culturelles. Il faut se rappeler que l'immigration est d'abord un choix de se réaliser, hein. Donc, on vient déjà avec un objectif positif de faire mieux que ce qu'on a. Donc, c'est cohérent avec leur dynamique entrepreneuriale. Ruth, je ne sais pas si tu as une question. Oui, Moi, je peux te oui. poser la question. OK. Non, non, mais je veux poser la question à Ibrahim, par exemple, parce que dans le rapport, on voyait que dans les femmes, il y avait encore pas mal d'espace pour l'endettement, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt moins grand pour la femme d'aller chercher le maximum de financement possible en comparaison à l'homme parce que vous servez les deux clientèles? Oui, la tendance est même au-delà de juste le financement, c'est la demande de l'aide. C'est une question d'habitude aussi de consommation. Les gens ont développé beaucoup de ces femmes-là, on observe à travers nos fiches de clients, ils n'ont pas l'habitude d'aller demander de l'aide. C'est des gens qui s'investissent à leur propre compte. Donc, c'est pour ça, ça explique un peu, quand j'entends le taux élevé des travailleurs autonomes, c'est ça. Aller chercher du financement, c'est pas trop dans leurs habitudes. Donc, il y a pas vraiment une grande tendance. Et c'est pour ça qu'on a développé même des programmes spécialisés au niveau, par exemple, de l'accompagnement des femmes, la formation pour développer de l'intérêt, des compétences pour les finances, mais aussi de l'intérêt au-delà des compétences. C'est de l'intérêt pour aller chercher du capital risque et pour pouvoir évoluer. Cette année, d'ailleurs, on a décidé, à partir de l'expérience des 3 années de cohorte qu'on a eues avec les femmes en littératie financière, on a décidé de créer une nouvelle cohorte pour les femmes pour la croissance. Parce qu'effectivement, on se rend compte que le taux d'utilisation de l'endettement est très faible, alors qu'il y a beaucoup d'argent qui est disponible, mais qu'elles n'arrivent pas à aller chercher. Donc, il faut les motiver à aller chercher. C'est un excellent point, je trouve. Merci. Merci. Donc, Ruth, à toi. Tania, Oui, je m'excuse rapidement si je peux Oui, bonifier. vas-y. Un élément que nous, on a constaté, c'est la distinction à faire lorsque la personne est en pré-démarrage, démarrage et en croissance. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que, en effet, lorsque on est en pré-démarrage, en démarrage, elles sont plus frileuses par rapport au financement et il faut également mettre un petit peu plus d'accent sur l'éducation au niveau de la littératie financière. Ceci étant dit, quand elles sont en accélération, là, à ce moment-là, elles veulent justement du financement pour leur permettre d'accélérer la croissance de leur entreprise et elles se frappent à un mur béton, je pourrais dire, là, dans certains cas, parce qu'elles n'ont pas cet accès-là au niveau là, du financement. Tout ce qui est capital de risque, il y a beaucoup de financement pour le démarrage, le pré-démarrage, mais lorsqu'on arrive au niveau de la croissance, c'est là que souvent le bas blesse et ça blesse encore plus pour les femmes issues de la diversité ethnoculturelle. Oui, c'est un bon point. D'ailleurs, il est dans le rapport. Bien entendu, j'y allais un peu vite, mais très rapidement, on montrait très clairement l'accompagnement en matière de financement à toutes les étapes. Et ce que tu dis, Modène, on l'a encore une fois beaucoup entendu, puis on semble encore ne pas assez raisonner dans les différents milieux effectivement, qu'il y aurait de l'argent plus au début, mais quand la période du upscale, la période de la croissance arrive, on a beaucoup plus de difficultés. Merci de le rappeler. D'ailleurs, c'est très important, encore une fois, de mettre le doigt sur ce qui reste à faire, ce qu'il faut continuer de faire. Ruth,
L'approvisionnement, je pense qu'à chaque 2 diapos, on dit approvisionnement, importance d'approvisionnement, diversification de l'approvisionnement, Ouais. diversification des donneurs d'ordre. Mais tu es dans ça, mais tu n'es pas que dans ça, mais tu es aussi dans tout provoquer cet accès au marché, accélérer cet accès au marché qui est finalement, c'est la pierre angulaire de tout le développement de l'entrepreneuriat. Exactement. Je trouve que c'est un peu un complément à tout ce que mes collègues font. Puis, je veux te remercier, Tania, puis toute l'équipe, parce que pour nous, je veux dire, ça nous donne des résultats, du data, comme Géraldine disait qu'on a tellement besoin. Puis, deuxièmement, je trouve que ça nous aide à provoquer ce genre de conversations-là qui sont hyper intéressantes. Puis, les femmes qui sont autour et qui participent à ces conversations-là, je pense, sortent enrichies de beaucoup de possibilités et de maillage entre les organisations, chose qui n'est pas à négliger du tout. Je trouve que c'est encourageant. Mon Dieu, je sais pas pourquoi ça me demande de confirmer ma langue. On voit qu'on s'améliore. Moi, ça fait 14 ans. Et dans les 14 ans, on a commencé, on était à 15%. On s'améliore sur un peu tout. On a besoin d'aide, par exemple. Ça ne va pas tellement vite. Moi, je dirais que ma grande surprise, c'est au niveau du 80% des travailleurs autonomes. En fait, je savais que c'était gros. Puis souvent, on a tendance à les classer un peu comme entrepreneurs parce que de par le secteur où est-ce qu'ils sont. Mais ça me laisse un peu songeuse, puis je me dis que je regarde les services qu'on offre, il y en a moins qu'on offre aux travailleuses autonomes. Et je pense que là-dessus, nous, personnellement, on doit s'améliorer parce qu'il y a une belle part de croissance des entreprises qui vient de là. Et de par le travail qu'on fait avec un peu, on sait que souvent, tu es travailleuse autonome par dépit, là, parce que tu as peur t'as un petit peu peur de la croissance, puis tu l'as fait pour des raisons qui sont tiennes et souvent familiales. Je trouve que de par ce qu'on fait, d'aller frapper aux portes des grandes entreprises et d'aller vers ces femmes-là, permet à ces femmes-là de faire grandir leur entreprise d'une façon accélérée qu'ils n'auraient pas nécessairement faite à la base. Je regarde aussi il y avait l'enjeu tantôt que j'ai souligné à Géraldine, où est-ce que je perçois vraiment que quand l'entreprise est déjà à un niveau de maturité différent ou plus élevé, que son éveil au développement durable, tout ce qui entoure est moins grand. Et la tristesse est aussi au niveau du revenu. On n'est pas gourmande pour aller chercher des sous, mais on n'est pas gourmande pour se payer non plus. Alors, là-dessus, chacune de nos organisations a de la job à faire pour être capable de sensibiliser les femmes à l'importance qu'elles ont au sein de leur entreprise, autant en termes de revenus qu'en termes de contribution physique. Et tu me connais, Tania, moi, j'essaie toujours de sortir le positif de tout. Alors, je le dis, depuis 14 ans, je trouve quand même qu'il y a une belle évolution. Puis nous, ce que j'aime dans ça, c'est que vraiment, depuis 14 ans, on a cru à la diversification puis à l'inclusion économique des femmes dans les chaînes. Aujourd'hui, ça prend comme tout son sens. Et je sais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais dans notre cas, ce qu'on voit, c'est que les femmes entrepreneurs ont souvent les petites entreprises. Alors, l'accompagnement dans l'accès au marché est crucial parce que je le dis souvent, quand tu as 3 personnes, tu as 2 personnes, tu ne vas pas frapper aux portes des grands joueurs en te disant que tu n'es pas capable et tu as besoin d'aide pour le faire ou tu ne te vois tout simplement pas la capacité. Et nous, notre mission, c'est accélérer la croissance des femmes d'affaires pour qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Alors, pour nous, c'est juste de la musique à nos oreilles d'entendre ou de lire ce que vous dites parce que nos actions sont à peu près toutes concentrées vers ça. On vient de finir accélérer la relance. Où est-ce qu'on a réuni 500 femmes entrepreneurs pour les amener dans des marchés? Ça a été plus de 88 millions que les grandes entreprises ont acheté
en produits-services de nos femmes entrepreneurs. Relance inclusive, c'était 125, 126 personnes issues des groupes sous-représentés qu'on a aidé à établir leur niveau de maturité pour les amener dans des marchés. Tout n'est pas fait, il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même hyper intéressant. Cap vers la réussite cette année, c'est 40 grandes entreprises qui sont là pour venir rencontrer nos femmes entrepreneurs. Alors, pour nous, on sait qu'il y a énormément de contrats. C'est une façon pour les grandes entreprises de venir valider le potentiel qui existe en entrepreneuriat féminin au Québec. Il est bien plus grand qu'on pense. Toutes les grandes entreprises qui viennent disent on n'avait jamais réalisé à quel point il y avait de la compétence au Québec auprès de nos femmes entrepreneurs. Alors, pour nous, c'est un peu incontournable. Prix Femmes d'affaires, la décision qu'on a prise vraiment de travailler très fort au sein des groupes sous-représentés. On s'entend, c'est pas de l'accès au marché, c'est pas de l'accès au financement, mais c'est aussi de permettre aux femmes de voir à quel point on a des modèles inspirants puis d'être capable d'y aller. Puis pas juste des modèles inspirants, on en a à tous les niveaux. Alors, tu en as des jeunes, tu en as des plus âgés, des plus matures. Alors, ça devient hyper important. Nos missions commerciales aussi, on fait beaucoup de missions commerciales qui sont porteuses. En Atlanta, il y a moins d'1 an que nos femmes sont allées, puis sur 7 femmes qui étaient là, il y en a 3 qui ont déjà des contrats. Alors, on parle de retour sur ton investissement qui est très rapide. Maya aussi, la plateforme qu'on a lancée le mois dernier, qu'on a lancée, mais qui va être lancée d'ici le prochain mois. Alors, c'est vraiment fait pour être capable de faciliter le maillage entre les grandes entreprises et les femmes entrepreneurs. C'est de l'intelligence artificielle, c'est une façon où on va pouvoir reconnaître les certifications, reconnaître les objectifs en développement durable. Alors, pour nous, c'est énormément c'est concret. En tout cas, je dirais que notre travail sur le terrain, là, je le trouve extrêmement valorisé. Puis je pourrais continuer encore et encore, mais on va changer de question. On va changer de question. Oui, c'est extraordinaire, Ruth. Puis justement, ça me fait penser, on avait une discussion sur les femmes dans le commerce international, pas plus tard qu'il y a 2 jours, pour parler avec l'Union européenne, etc. Puis dans ce que tu dis, tu me fais penser à quelque chose d'important, c'est de regarder dans les maillages qui se font, les secteurs desquels proviennent des femmes pour briser cette autre barrière que c'est pas parce qu'on est dans les services qu'on peut pas participer à ce genre et parce qu'il faut être dans le manufacturier pour pouvoir aller à l'international. Donc, il y a encore une fois, je vois très bien d'autres mythes à détruire, si vous voulez, sur des capacités justement de développement international. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. C'est important ce que tu dis, Tania, parce que je veux juste faire un retour. Quand on est allé, notre dernière mission à Paris au mois de novembre l'année dernière, ça a été vraiment une prise de conscience incroyable parce que 80% de nos femmes sont dans le service. Alors, c'est certain que c'est ce qu'on veut élever, puis il y a un potentiel incroyable. Alors, quand on est revenu de la France, on est revenu la tête pleine de projets parce que ces femmes-là ont du potentiel de développement qui est incroyable. Alors, nous, exploiter le service. Et la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'il n'y en a pas de service chez nous. Alors, que tu sois en technologie ou que tu sois en service alimentaire, c'est service, fabrication, tout secteur confondu. Alors, on est drôlement avantagés dans cette croissance de pensée, là. Absolument. Madeleine, tu voulais réagir? Oui, tout à fait. Ben, je voulais renchérir par rapport à cet élément-là. Donc, d'où l'importance d'avoir le coaching personnalisé pour pouvoir justement déconstruire ces idées. Puis en forum, des petits groupes également de femmes qui échangent ensemble. Nous, dans le cadre de notre programme Femmepreneurs, on travaille beaucoup sur le changement de mentalité et l'ouverture également d'esprit des femmes issues de la diversité ethnoculturelle pour leur montrer que oui, c'est possible, autant local que international, puis autant d'avoir le gouvernement comme client que Walmart, comme la personne au coin de la rue, donc que tout est possible, mais c'est avec l'écosystème justement qu'on est en mesure également là, de pouvoir effectuer là, ce travail-là qui est essentiel. Bien, merci, Madeleine. Rokia, merci de patienter. Alors, Oh non,
Je suis vraiment contente d'écouter à la fois. Nous sommes plusieurs autour de la table, mais des perspectives tellement complémentaires, tellement importantes, puis c'est un moment tellement important pour nous. Puis vous vous retrouvez dans un contexte de, je ne sais plus, double, triple, quadruple difficultés. Madeleine disait tout à l'heure, on ressent les difficultés, parfois les barrières au Québec, puis on les voit autrement quand on est dans le reste du Canada. Mais vous, vous êtes non seulement dans le reste du Canada, mais vous êtes dans les milieux qui sont minoritaires francophones. Donc, certainement, avec encore une fois un potentiel de développement entrepreneurial très important. Comment vous recevez ces données pour vous et quels sont un peu, comment est-ce que votre organisme, comment les travaux que vous faites contribuent à cet écosystème? Tout d'abord, merci. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, puis d'avoir écouté toutes ces personnes, ces panélistes qui ont passé avant moi, puis d'apprendre. J'apprends, comme vous le dites, à l'extérieur du Québec, 12 provinces et territoires, c'est grand, c'est immense. À l'intérieur de ça, une minorité francophone. Et à l'intérieur de ça, les femmes qui sont encore plus minoritaires parmi ce groupe-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit. Puis, je suis vraiment contente d'accueillir très favorablement le rapport que vous avez fourni. Je pense que je ne répéterai pas tout ce que les collègues précédents ont indiqué, mais pour nous, à l'extérieur du Québec, on n'a pas accès à des données, ou on n'a accès à aucune donnée presque. Donc, ça nous a donné la possibilité de voir que les informations qui étaient fournies, les données qui étaient fournies corroboraient avec les réalités terrain que nous vivons, que nous exprimons souvent en disant, ben, la réalité du terrain dit, mais la réalité du terrain a besoin de données probantes pour se donner plus de valeur. Donc, c'est très informatif. Puis, des informations telles que la difficulté pour les femmes, l'accès au marché, au financement, là, c'est récurrent dans ce qu'on entend des femmes quand nous observons à travers le pays, mais aussi l'absence de réseau pour les femmes francophones à l'extérieur du Québec, là, c'est quelque chose, elles se sentent vraiment, elles ont un sentiment de solitude dans leur projet d'entreprise, elles le disent très régulièrement. Donc aussi, je pense que j'en ai parlé à un moment donné dans une conversation qu'on a eue, moi de constater dans le rapport qu'avec l'appui qui est offert, que 76% des femmes qui ont été desservies, qui ont été sondées, disaient qu'elles étaient prêtes, avec l'appui qu'elles ont reçu, à explorer de nouveaux secteurs, de nouvelles opportunités, mais aussi d'adapter des innovations dans leur entreprise. Pour moi, c'est plus qu'encourageant parce que ça veut dire qu'avec de l'appui et de l'accompagnement, ces femmes peuvent aller beaucoup plus loin dans leur volonté de s'épanouir soit en créant une entreprise, en reprenant une entreprise ou de différentes façons ou de se lancer, d'explorer tout ce monde de l'entrepreneuriat. Démographiquement, comme vous le savez, et je pense que c'est une réalité au Canada, mais particulièrement pour les communautés francophones à l'extérieur du Québec, on compte beaucoup sur l'immigration. D'ailleurs, les données du gouvernement, les récentes cibles annoncées par le gouvernement vont favoriser beaucoup plus d'immigration francophone, qui veut dire une bonne partie de cette immigration sont des femmes. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que aujourd'hui, contrairement dans le passé, c'est que les femmes sont souvent les premières demanderesses. C'est elles qui ont le projet d'immigration. Donc, c'est elles qui portent le projet. C'est à la fois positif dans le sens où c'est des femmes entrepreneurs déjà, quitter son pays, aller venir s'installer, puis amener toute la famille. Et elles viennent souvent en éclaireur. Elles viennent s'installer d'abord en premier, ce qui est tout à fait ce qu'on n'aurait pas pensé il y a 10-15 ans. Puis ensuite, elles amènent hommes et enfants par la suite. Elles ont le temps à ce moment-là de vraiment s'installer quelques années, puis de se lancer. Elles sont prêtes à prendre des risques pour se développer personnellement et financièrement aussi. Donc, toutes ces données-là, en tout cas, vont nous aider et corroborent, comme je le disais, ce qu'on entend sur le terrain. Notre réseau qui est installé, qui a des bureaux à peu près partout au Canada comme à l'extérieur du Québec, on commence vraiment à installer, on était vraiment dans les services de base dans le passé, mais on essaie de développer davantage l'écosystème
qui est plus présent et plus vivant au Québec. On essaie d'avoir une complétude de services pour accompagner les femmes entrepreneurs. On a développé des initiatives de compétition entrepreneuriale avec la possibilité pour les femmes de se faire coacher, de se faire appuyer, puis de vraiment aller plus loin que d'avoir l'idée ou de recevoir des services de base pour leur dire comment faire de l'entrepreneuriat, puis de les lâcher ensuite dans la jungle et de dire, OK, à partir de ce moment-là, débrouillez-vous, ou de mettre en place des incubateurs d'entreprises qui peuvent les aider. Donc, je suis vraiment contente d'être là, d'être à l'écoute, puis de voir aussi, moi je suis là aussi pour voir les possibilités de partenariat. On ne veut pas se garder dans cette solitude francophone hors Québec, mais peut-être il y a des ponts à créer avec toutes les panélistes qui étaient présents aujourd'hui pour venir en aide aux femmes, pour appuyer davantage et un peu mieux les femmes entrepreneurs francophones à l'extérieur du Québec. Oui, merci Rukia. D'ailleurs, parmi les initiatives aussi, il y a eu du financement qui a demandé aux organismes d'élargir leur réseau puis d'aller à l'extérieur justement du Québec. Puis je pense qu'il y C'est a une encore excellente beaucoup chose. à C'est une la excellente chose. Oui, Géraldine, tu voulais réagir? Oui, merci. Je voulais rebondir sur quelque chose que venait de dire Rukia concernant l'accès au financement, là, qui reste un obstacle. Et puis, je trouvais ça important oui, il faut mettre beaucoup plus d'emphase sur l'accès au capital de risque. Il faut continuer, mais il ne faut pas le faire au détriment de l'accès aux prêts traditionnels. Au début, quand on commence, les femmes aussi, on l'a dit, elles sont beaucoup dans le commerce de détail, hein, faut pas l'oublier. Alors, il faut amener des femmes dans d'autres secteurs un peu plus technologiques où le capital de risque, évidemment, est présent. Mais il y a aussi toute une portion de femmes entrepreneurs qui sont dans le commerce de détail et le commerce de détail a beaucoup d'impact, comme le disait Hindou, là, dans des quartiers, dans des villages. Bon. Et le financement de ce genre d'industrie est également très importante. Donc, pour ça fait 2 fois qu'on parle un peu de l'accès au financement. Puis, je pense qu'il y a 2 choses sur lesquelles il faut travailler. C'est l'accès au capital de risque. Il faut absolument, c'est pas possible qu'il y ait aussi peu de femmes représentées. Puis, il faut travailler sur les comités d'investissement. Je pense que c'est souligné dans l'étude, mais ça ne peut pas être au détriment, à mon sens, Absolument. de l'accès aux prêts traditionnels. Absolument. C'est un très Je bon vois point. des oui, je Oui, vois non, non, à ce l'écran. sont des très bons points. Puis merci Géraldine de faire aussi la transition, donc avec peut-être la deuxième question pour faire un tour de table. Voilà, donc c'est une priorité. Puis il ne faut pas que non plus une initiative prenne la place d'une autre, mais vienne vraiment en complémentarité, puis qu'on continue de renforcer le système et non pas seulement de renforcer certains éléments du système. Parce que sinon, on abandonne quand même des stratégies qui sont gagnantes aussi, puis qui permettent à des femmes de percer. Si je vous posais la question, vous avez un message à faire, que ce soit au gouvernement, pour influencer des décideurs, pour influencer des institutions financières, pour les différents paliers de gouvernement, quelles sont les priorités sur lesquelles vous aimeriez, sur lesquelles vous voulez mettre l'accent? Je dirais plutôt à court terme. Alors, je vais commencer quand même par Rukia. Vous avez comme 2, 3 priorités. Elles seraient quoi? Nous, en tant qu'organisation nationale, bien évidemment, c'est qu'on veut s'assurer que tous les programmes et politiques publiques, parce que c'est de là que vient le financement souvent, intègrent une lentille, ce qu'on appelle la CS+, l'analyse comparative entre les sexes. Pour nous, c'est important, c'est essentiel. C'est à la source même de beaucoup de programmes qui sont par la suite menés, déployés sur le terrain. Pour les communautés hors Québec, bien évidemment, c'est la lentille francophone dans les programmes. On est souvent limité dans les services qu'on veut offrir parce qu'on n'est pas assez nombreux. Le nombre n'est pas là. Il n'y a pas assez de femmes francophones, donc on ne peut pas vous donner accès à ce programme-là ou à ce service-là. D'ajouter aussi cette lentille francophone dans les programmes et pour finir, un mot pour peut-être les entrepreneuses femmes, là, c'est
je pense que c'est de ne pas se limiter en attendant. Les biais de genre existent. L'entrepreneuriat est encore masculin, hein, il ne faut pas se le cacher. Oui, il y a eu beaucoup de victoires, il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises, mais l'entrepreneuriat a besoin de prendre plus une couleur féminine. Et dernier mot que je dirais, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Je pense que le Canada fait beaucoup de bonnes choses, mais ce n'est pas parce qu'on est mieux qu'ailleurs que dans d'autres pays qu'il faut se dire ben, on a fait toute la job, puis maintenant on va attendre et aider les autres à atteindre le niveau que nous avons atteint. Donc voilà ce que je dirais pour conclure. Merci, Rukia. Ibrahim, ce serait quoi vos priorités? Quelques priorités et peut-être mot de la fin. Moi, je pense que si j'ai des priorités à nommer, c'est d'encourager, de continuer l'investissement public et puis surtout les actions collaboratives au niveau de l'écosystème parce que les besoins des entrepreneurs sont variés et très complexes. Donc, tout seul, c'est très difficile de répondre. Quelqu'un vient demander une formation, mais c'est beaucoup plus qu'une formation que la personne a besoin pour démarrer. Donc, faciliter vraiment le travail collaboratif, c'est un élément important. Au niveau maintenant des axes d'investissement, c'est sûr que l'enjeu de l'entrepreneuriat, l'immigration peut être une solution majeure et très importante pour l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, donner plus de place aux femmes dans la mesure où, par exemple, ce rapport a démontré certaines qualités inhérentes au développement d'une reprise d'entreprise, notamment l'investissement dans les employés, la capacité à innover. Donc, ce sont des enjeux que ce rapport a démontré que les femmes ont beaucoup de leadership là-dedans. Et ce sont des qualités qui permettent de reprendre une entreprise et de pouvoir avancer. La question de développement durable est une préoccupation commune et puis les femmes démontrent aussi un avantage là-dedans. Je pense que leur leadership peut servir de modèle pour réformer au niveau l'économie même entrepreneuriale de façon globale. Il y a l'accès au capital risque qui est un élément important parce que ça peut facilement transformer le profil entrepreneurial des femmes parce que l'accès au financement va les permettre de faire de la diversification et puis peut-être de révéler plus de potentiel qu'on le voit parce que quand on est travailleur autonome, ben, on a aussi une capacité limitée pour démontrer ce qu'on peut faire, mais avec le capital risque, on a plus de possibilités de réaliser tout ce qu'on rêve et qu'on peut réaliser. L'accès également au capital risque peut facilement amener de gros investissements, notamment en transformation numérique ou l'intégration de certaines solutions technologiques, ce qui peut favoriser l'internationalisation des entreprises. Donc, voilà un peu ce que je peux recommander en termes d'investissement. Et au niveau de l'écosystème, les organismes, pour être au centre de la collaboration, de référencement entre les différentes organisations, c'est vraiment de penser approche plus globale et puis de penser à se sensibiliser sur les enjeux de l'interculturalité parce qu'on a souvent de bonnes intentions, mais on s'y prend mal et on démotive certains entrepreneurs qui refusent, qui s'y rétractent et qui n'utilisent plus le service public. Et puis, mais au fond, c'est juste la façon que les gens sont accueillis qui font en sorte que les gens décident de continuer ou de ne pas continuer. Donc, l'expérience d'utilisation des services est fondamentale. Donc, il ne faut pas négliger l'accueil des personnes issues des communautés culturelles. Merci. Toujours plus difficile de rectifier que de commencer des initiatives. Merci beaucoup, Ibrahim. Hindou? Oui, sans répéter ce que les autres panélistes ont dit, moi, le focus, c'est continuer le réseautage et accès au financement et surtout unir nos forces parce que c'est ensemble qu'on peut faire changer des choses. Il faut juste garder en tête que l'année prochaine, c'est une année d'élection et beaucoup de notre financement fédéral va terminer l'année prochaine. Donc, j'espère que les décisions seront prises avant les élections. Oui. Pour continuer ce qu'on a bâti, pour qu'on puisse continuer en force. Ah ben, on l'espère vivement, vraiment. Et c'est un peu l'objectif de ce genre de forum pour montrer combien la lancée est importante. Puis que là, c'est comme en plein, c'est la courbe, et puis c'est même pas le haut de la courbe encore, mais c'est vraiment la pente qui commence à prendre son élan et d'où l'importance, encore une fois, de tenir ces forums. Merci, merci beaucoup, Hindou. Madeleine?
Oui, ben je vais continuer sur la même lancée que Indou. Nous, il y a deux programmes très, très importants qui vont venir à échéance le 31 mars 2025. C'est le programme pour les entrepreneurs noirs du Canada et le programme d'initiative d'appuyer les communautés noires. Donc, ces deux programmes qui ont déjà démontré des résultats. Pour le programme des entrepreneurs noirs du Canada, c'est plus de 2200 entrepreneurs qui ont été accompagnés. Ces entrepreneurs-là ont généré 200 millions en revenus et c'est plus de 1300 emplois qui ont été créés. Donc ça, c'est vraiment des résultats concrets et on veut continuer justement sur cette lancée-là, on veut pérenniser et c'est important donc de continuer à investir dans ce type de programme pour permettre justement l'émancipation des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle et par le fait même les femmes en entrepreneuriat. Donc je dirais moi les deux messages, c'est renouvellement de ces deux initiatives-là et également de continuer de mettre l'entrepreneur au cœur des préoccupations, de travailler ensemble l'écosystème. C'est comme ça qu'on va être en mesure là, de créer des entreprises qui vont être plus fortes, qui vont être plus pérennes et qui vont être en mesure de rayonner non seulement localement, mais également au niveau international. Donc, merci Tania là, pour ce panel qui permet de mettre en lumière ces initiatives. Oui, absolument. Puis nous, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que on est sur des éléments comparables, mais on est vraiment sur des éléments qui évoluent. On ne dit pas exactement ce qu'on disait il y a quelques années. On était encore, au début, on était beaucoup sur les barrières, on était beaucoup sur la compréhension des parcours. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur voici les démarches qui fonctionnent, voici comment il faut continuer, voici ce qu'on a bien saisi, puis qui pourrait aller encore davantage. Évaluons encore mieux, mais sur des points qui sont beaucoup plus, qui montrent l'ancrage. Et ça, c'est super intéressant. Puis encore une fois, c'est grâce à vous. Puis plus j'entends la démarche collaborative, sans les organismes autour de nous qui font toutes sortes de choses et qui sont très complémentaires, c'est quand même, ça reste très, très important. Géraldine, merci Monette. Géraldine. Merci. Oui, oui, oui. Je ne reviens pas sur l'accès au financement. Je l'ai mentionné tantôt. Je vois d'autres éléments qui me semblent primordiaux et qui vient démontrer aussi qu'on est toujours dans l'action, comme tu viens de le dire, enfin, qu'on est vraiment dans l'action maintenant. De notre côté, tout ce qui concerne l'accompagnement reste crucial. C'est pas facile à démontrer l'impact en accompagnement, mais on y arrive. Donc, de continuer à soutenir l'accompagnement et pas juste donner des enveloppes de financement pour financer les entrepreneurs. Il faut pouvoir accompagner au-delà de juste financer. Il faut travailler toujours à renouveler nos outils financiers aussi. Puis ça, on a besoin d'ouverture là de la part de nos partenaires. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour les femmes, on donne un congé de capital de 9 mois. Pas juste pour les femmes, en fait, pour les parents qui sont en congé de parentalité. On donne un congé de capital pendant 9 mois. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt à prendre un certain risque, il faut être prêt à être peut-être un peu moins gourmand sur le rendement, sur certaines choses. Donc, ça demande de l'ouverture sur des outils financiers plus adaptés. L'autre point qui est important, c'est qu'il faut mieux travailler, à mon sens, à mesurer l'impact socio-économique de nos initiatives. Donc, impact économique, je pense qu'on le fait quand même assez bien. On a les chiffres sur les emplois, les retombées, mais l'impact social est plus difficile à mesurer. Et pourtant, on parlait du petit commerce dans une rue, dans un village. Ça crée un lien très important au sein d'une communauté. Donc, comment on peut mesurer ça? Donc, j'aimerais ça qu'on se penche, moi, davantage là-dessus. Puis, le dernier message, parce qu'on n'est pas juste à lancer, je trouve, des messages aux décideurs politiques, c'est peut-être à la communauté d'affaires en général. On a des décideurs sur des conseils d'administration, par exemple, qui ont un pouvoir d'influence pour changer, par exemple, des politiques d'approvisionnement, pour faire plus de place aux femmes sur les conseils d'administration. Donc, il y a un message là où le travail n'est pas terminé. On voit que certains chiffres régressent sur la présence des femmes, par exemple, sur les conseils d'administration. Et on sait que plus on a des femmes à des postes stratégiques, plus on est capable de soutenir derrière l'entrepreneuriat féminin. Donc, le message, c'est de se rappeler que ces conseils d'administration, par exemple, ces décideurs-là sont des alliés aussi pour l'avancement de la cause des femmes dans le milieu des affaires.
Merci Géraldine, absolument. Puis merci pour ce rappel qui est très important parce qu'en fait, les choses sont bien liées les unes aux autres, puis on ne peut pas travailler dans une tranche sans regarder la tranche d'à côté, puis c'est essentiel ce que tu viens de dire. Ruth, tes priorités, puis un petit mot de la fin. OK. Là, on a un peu séparé en deux parce que quand la ministre Valdez est venue, on avait fait un focus group avec les femmes entrepreneurs pour voir un peu quel message il y avait à passer aux décideurs. Il y a des choses intéressantes qui sont sorties parce que, disait, il y a, dans l'aide au démarrage, là, il y a beaucoup de choses qui sont concentrées sur la jeunesse, alors qu'on a tendance à démarrer nos entreprises un peu plus tard. Alors peut-être que ce serait le fun de revoir un peu la façon de le faire. Nous, il y a une certification qui est liée à ce qu'on fait. Alors, il demandait à la ministre s'il pouvait soutenir les frais de certification pour pas que ce soit un frein à leur croissance. Et c'est ça, on dit ça depuis des années, il crée un incitatif fiscal pour permettre ou encore des subventions pour permettre aux femmes, surtout racisées, de travailler à temps partiel, alors qu'il y a de l'aide qui vient, mais c'est pour du travail à temps plein ou pour de la concentration à temps plein. Alors, s'il disait, s'il pouvait avoir un petit incitatif là-dessus. De notre côté, nous autres, on dit simplifier le processus d'appel d'offres sur les marchés publics, ça serait vraiment un atout hyper intéressant. Et le gouvernement peut-être lui-même d'avoir une contribution plus grande envers la diversification des fournisseurs. J'appelle ce que j'appelle prêcher par l'exemple. Alors, c'est plus facile pour nous après de vendre ça aux grandes entreprises. Et un des points aussi qui est hyper important, c'est l'identification de ces entreprises-là. Il n'y a pas de répertoire qui existe pour savoir ils sont où les entreprises à propriété féminine au Québec ou au Canada. Alors ça serait drôlement intéressant. Et juste pour finir, ben, les femmes entrepreneurs, entre elles, ont beaucoup plus à faire qu'elles ne le pensent. Alors, c'est sûr que c'est dur de faire des affaires entre nous si on ne se connaît pas, qu'on ne se voit pas. Alors, sortir, c'est crucial et être capable de faire, de maximiser nos efforts pour faire des affaires entre nous. Parce que moi, je suis convaincue qu'entre nous, on est capable d'assurer la rentabilité de nos organisations et de par les gestes qu'on pose avec les grandes entreprises, d'aller chercher la profitabilité. Alors, les deux ensemble, on a une recette gagnante, il suffit d'exploiter. Absolument, merci Ruth. Vraiment, cette approche collaborative qui d'ailleurs un peu est l'essence même de certaines, évidemment, caractéristiques qui sont plus féminines que l'on retrouve chez des hommes, mais qui sont de caractéristiques de nature plus féminine, ben, c'est une force ici. Puis j'espère vraiment que toute cette transition vers la finance durable fasse en sorte que même pour des grands donneurs d'ordre, ben, l'approvisionnement inclusif devienne aussi une priorité parce que directement lié justement à des critères qui sont comptabilisés à des fins d'investissement. Donc, que ce soit fait pour tout le monde, pas seulement pour donc, certaines entreprises ou pour certains secteurs. Écoutez, je vous remercie infiniment. Donc, vraiment, vous applaudis pour cette belle rencontre. Pour les questions qui ont été posées, plusieurs sont sur le rapport. Écoutez, le rapport contient toutes les informations sur les travailleurs autonomes. Est-ce que vous me demandez si dans les entrepreneurs anglophones, quand on parle du Québec, normalement, c'est l'ensemble des entrepreneurs donc du Québec. Moi, sur les caractéristiques francophones, c'est plutôt à l'extérieur du Canada que nous le faisons. Et donc, les données, vous les avez dans les rapports. On n'en tient pas vraiment sur des personnes retraitées, mais c'est une très bonne question. D'ailleurs, toute la question du reprenariat pourrait certainement être un très grand avantage pour des femmes qui ont de l'expérience, qui ont peut-être bâti un capital et qui peuvent justement reprendre tant d'entreprises qui finalement n'ont pas de relève, alors que ce sont de belles entreprises puis de belles histoires de succès pour le Québec. Donc, je regarde très rapidement. Si jamais parmi vos questions sont sur des statistiques précises que vous ne trouvez pas la réponse dans le rapport préliminaire ou dans le rapport à venir qui va être beaucoup plus exhaustif, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre. Il me fera un grand plaisir de répondre. Encore une fois, merci. Merci aux très nombreux participants aussi qui étaient parmi nous aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. C'est un très important rendez-vous qu'il est aujourd'hui. Puis c'est grâce à vous aussi que les choses avancent. Puis merci de nous en faire part. Merci, Tania.
Merci beaucoup, Merci Tania. beaucoup. Merci à Très vous tous. agréable. Merci, Merci Tania et toute l'équipe. beaucoup. Ouais. Au revoir. Ouais, au revoir.